Autour du Tour, avec Fiat, voiture officielle depuis 12 ans. Partagez de grandes émotions en suivant le Tour avec France Télécom. Eh bien bonjour, c'est déjà bien parti en fait. 3e jour pour le Tour de France, avec hier une étape de mise en jambe. Et puis pour nous, c'est aussi la suite de notre grand Tour de France autour du Tour en musique. Là vous avez les gens du jazz band de l'école de musique de Loudun, puisque nous sommes à Loudun. Loudun de Louk Dounoum, Dounoum la colline, consacrée au dieu Loug, tout de suite plus cultivé quand on dit ça. Et puis alors, des gens du coin dans l'émission évidemment, je vous présente Gérard Leclerc. Bonjour. Gérard Leclerc qui est responsable du service politique, social, économie à France 2, notre chaîne sœur. Et Gérard qui est vraiment du coin, vous avez une maison à quoi là? À 4-5 km, à Bernazet, dans la commune des Trois-Moutiers. Et vous êtes un vrai du coin, vous ne trichez pas, votre famille est ici. Toute la famille du côté de mon père est d'ici, et donc moi-même j'ai acheté une maison à côté de la maison familiale, enfin tout près. Alors très bien, avec vous on va parler de plein de choses, on va parler de toutes ces grottes, ces cavernes, ces caves. La région est truffée de trous. On parlera de Renaudot, Théophraste, qui est originaire de la région. On parlera des pigeonniers, enfin bref, plein de choses à découvrir. Et puis alors, si vous voulez gagner des vélos, il y a 2 concours. Un concours de pronostic, et puis alors un concours d'attention. Il faut bien suivre ce qui se dit dans l'émission à un moment. On ne sait pas quand. Je vous poserai une question sur le contenu, et si vous avez été attentif, vous pourrez remporter un vélo, un VTT, au 08 36 68 20 20. Denis, on est en direct du village du Tour, c'est un petit peu calme. Est-ce que nos amis cyclistes auraient fait un peu la fête hier soir? Eh bien, salut Philippe et bonjour à tous. Je crois que vous avez tout compris. C'est vrai qu'il y avait l'étape d'hier, mais il y avait ce scénario extraordinaire. Donc les coureurs se reposent. Ils ont fêté cela et on va le voir aussi dans nos coulisses du Tour. Donc ne manquez pas ce reportage. Il est absolument évident qu'ils sont peut-être dans un état de folie assez avancé. Et ce n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs aussi le suspense que l'on a connu en 1989. Vous savez, il y avait 8 secondes d'écart entre Lemon et donc le second qui était Fignon, et on rêve d'un scénario identique encore cette année. Donc les coulisses du Tour, un autre petit rendez-vous questions pour des champions, puis aussi nous recevrons, puisque nous sommes dans la patrie de Théophraste Renaudot, Philippe Brunel qui est journaliste, et on parlera des rapports entre l'écrit et bien sûr le Tour de France. Alors moi ce que je vous propose Philippe, c'est de nous retrouver hier, donc sur l'étape d'hier, hier sur le Tour, sur des images de nos confrères du journal du Tour de France. « 177 coureurs traversent le 86, la Vienne. C'est la 2e étape, soleil et vent de côté. Les enjeux sont minces, personne n'a pour l'instant intérêt à prendre la course en main. Poignée de main sympa, image insolite et un chiffre, première heure de course. Le peloton a couvert 29 km 500, allure de cyclotouriste. Cela mérite une explication. Petite mise en scène, nous allons passer par un intermédiaire. Nous sommes dans la voiture de Roger Loget, directeur sportif du Crédit Agricole. Ils me disent il reste 3800 km, donc on n'est pas pressé. Kilomètre 38 avant Lusignan, enfin un frémissement. Éric Decker a lancé son mètre 82 en avant. Victime d'une fracture du coude sur Paris-Nice, le Néerlandais retrouve la forme au bon moment. L'effort solitaire, c'est son domaine, mais aujourd'hui, il n'a pas fait un solo, c'était plutôt un vrai duo. Avec Jackie Durand, en panache comme d'habitude. Durand, Decker, les Dédés secouent la meute. Il reste 154 km à parcourir pour ce duo franco-néerlandais. Une attaque non préméditée. L'avance des fuyards monte en flèche, 4 minutes au kilomètre 52. Elle culmine à 5 minutes 20 au kilomètre 75. Durand Decker, une évasion intéressante, mais placée sous contrôle par les leaders, les Cofidis. Kilomètre 140, le vent et les Cofidis ont eu raison de Jackie Durand, fidèle d'Ossard rouge du Tour, symbole du meilleur combattant. C'est un peloton compact qui aborde la dernière ligne droite. Fanini et Herman Zabel, mais cette ligne droite, elle est longue, 770 mètres. Eric Zabel est parti devant, mais il est parti trop tôt. Au centre de l'écran, il y a Tom Stills qui arrive le premier devant O'Grady et Eric Zabel.
Stills, Augrad, Isabelle, les costauds sont devant. C'est le tiercé gagnant de cette étape. Weinstein 4e, Pierry 6e, Clément Six 7e. Nouveaux invités d'un top 10 auquel appartient François Simon, 9e et premier français. Regardons le classement général, peu de changements. Seul Eric Decker disparaît des 10 premiers, mal récompensé. Le néerlandais David Millar a pris 2 secondes, on l'a vu. C'est toujours un étonnant leader du Tour de France. Il passera un 2e jour en jaune, sans doute un 3e. Les 10 premiers sont très éclectiques par la nationalité. Ils sont 27 coureurs en 1 minute. Alors on est de retour au milieu du village du Tour avec Gérard Leclerc. C'est assis maintenant, c'est plus confortable. Vous avez vécu hier une étape à l'intérieur d'une voiture qui était dans la course. Voilà. Ça c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Hein. Ouais, c'est super. Oui, c'est Gilbert Duclos-Lassalle qui conduisait la voiture en plus. Et c'est vrai que c'était très sympa. On se promenait entre les 2 échappés et le peloton. Ouais. Et c'est formidable de voir les coureurs en plein effort. Comme ça, c'est vraiment superbe. Ouais. Vous avez suivi l'échappée durant Decker ? Oui, on l'a fait pratiquement toute. Oui, parce qu'on a pris la course au départ. On était jusqu'au moment où il s'est fait rattraper près de Richelieu. Ouais. Et quelle sensation ça fait ? On voit l'effort et on voit quoi ? Oui, tout à fait. C'est même, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que on se rend vraiment compte quand on le voit à la télévision. C'est un spectacle qui est formidable, mais on ne mesure pas tout à fait, me semble-t-il, l'effort physique que ça représente. Et là, quand on est à leur hauteur, quand on les voit pédaler avec le vent de face, etc., c'est un truc incroyable. Parce que d'un seul coup, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus proche de nous. Et toute chose égale par ailleurs, ça nous rappelle quand nous, on essaye de faire du vélo, bêtement, où on peine dans les montées. Bon, eux, bien sûr, c'est un niveau qui n'est rien de comparable, mais il y a cet effort physique formidable. Qu'est-ce que ça fait de voir sa région à l'intérieur d'un peloton, de l'intérieur d'un peloton? Et bien, ça confirme que c'est vraiment une très belle région, parce qu'en plus, c'est vrai que le Tour apporte un cadre supplémentaire. On passe vraiment à l'intérieur du pays, et effectivement, on redécouvre que c'est une région magnifique, avec des paysages qui sont très beaux. C'est ni la plaine ni la montagne, c'est des petites collines, mais avec des vues qui sont superbes, une lumière qui est très très belle, lumière qui se reflète notamment sur la pierre blanche, le tuffeau, qui est la pierre de la région, qui est une pierre magnifique, et c'est vraiment très beau. C'est un paysage varié, il y a des vallons, des collines, des bois, c'est superbe. Ah, vous en parlez avec amour, hein, J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une région vraiment très très belle. C'est une très belle région que les Français, enfin un certain nombre ne connaissent pas encore très bien. Et ils ont tort que c'est vraiment une très très belle région. On va essayer, parce que nous on ne la connaît pas forcément, ceux qui nous regardent non plus, on va essayer de partager tout ça avec vous tout de suite. Cette tour carrée de 31 mètres de hauteur vient de fêter ses 1000 ans. 1000 ans qu'elle veille sur Loudun, une petite ville au carrefour de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou. Cette tour, qui domine la ville, édifiée sur une colline, est l'unique vestige d'une imposante forteresse construite par le comte d'Anjou et détruite au XVIIe siècle par Richelieu, jaloux de la richesse de ce foyer du protestantisme. À l'époque, Loudun est un centre culturel et intellectuel de 20 000 habitants. Aujourd'hui, on en compte 8 300. Terre de religion, la ville est riche de plusieurs églises. Parmi elles, l'église Sainte-Croix. Construite au XIe siècle, elle a été transformée en marché couvert au XIXe. Depuis 1995, elle accueille de nombreuses expositions. Autour de la ville, 50 communes forment le pays du Loudunais, où l'on trouve de nombreux châteaux et forteresses édifiés au Moyen-Âge pour défendre Loudun. Mais le patrimoine le plus étonnant de la région, ce sont ses caves, qui servent à vinifier le vin local, le Saumur. Pays de caves et de vignes, le pays du Loudunais a su garder sa vocation agricole, notamment avec la production d'asperges, de noix et surtout de melons. Des produits que l'on retrouve sur les étals du marché de Loudun et dans la vie quotidienne de tous ses habitants. Alors Gérard Leclerc, je vous présente monsieur le maire de Loudun. Bonjour, nous nous connaissons. Bonjour, monsieur Gérard. Vous connaissez déjà en fait. Tout à fait, oui, on a eu l'occasion de le voir évoluer dans une partie de pétanque tout près d'un grand cèdre qui est ici. Ah bon? Et il est bon à la pétanque? Il est bon, il fait partie des meilleurs même. Est-ce qu'il vous a battu? Moi, il m'a battu parce que j'ai pas joué. Donc Jean-Pierre Frédéric, vous êtes le maire de Loudun. Gérard, c'est peut-être le moment d'en parler. Est-ce que vous trouvez que c'est un pays, c'est très joli, hein, on l'a vu sur les images, est-ce que vous trouvez que c'est un pays dont on prend assez soin, qu'on bichonne assez?
À la fois oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a quand même, Dieu merci, beaucoup de gens qui ont conscience de la beauté de ce pays, je veux dire, de ses pierres, des tuiles romaines, il y a un vrai patrimoine en plus, un nombre de châteaux, d'églises romanes tout à fait extraordinaires dans tous les petits villages, partout. En revanche, c'est vrai que moi, des fois, je suis très peiné parce que je trouve qu'il y a un certain nombre, malheureusement, de gens qui ne font pas encore assez attention. Il y a encore trop, il y a trop de murs de parpaings qui sont recouverts d'enduit, il y a trop de tôles ondulées, il y a trop d'arbres, de noyers, c'est l'arbre de la région qu'on arrache. Et ça me fait un peu de peine. Il faudrait que monsieur le maire fasse encore plus attention parce qu'il y a quand même dans Loudun, je trouve malheureusement qu'il y a des choses horribles, quoi, et c'est dommage. Alors, je rejoins tout à fait ce que vous dites, Gérard. Je crois qu'il reste toujours des choses à faire. Je serais tenté de dire qu'il faut mesurer aussi le chemin parcouru. Tout à fait, mais le chemin parcouru, lorsqu'on a connu Loudun, ville blanche qu'on dit aujourd'hui, mais il y a 30 ans, Loudun c'était ville lépreuse. C'est vrai. Donc je suis d'accord qu'il faut encore supprimer des murs en parpaing, mais la ville s'est embellie, le pays s'est embelli. Vous évoquiez tout à l'heure les églises romanes. Les églises romanes, les petites églises romanes qui ont toutes été faites entre le 11 et le 13e siècle. Mais aujourd'hui, elles sont hors d'eau, elles sont en bon état. C'est vrai. Il y a 30 ans, moi, on sent que ça lui tient à cœur. Hein. Vous revenez souvent dans la région, vous revenez puiser des choses qui vous servent dans votre vie de journaliste à Paris. J'y suis l'été et au moins un week-end sur 2 pendant l'année. Est-ce que ça vous sert dans votre vie parisienne de Oui, bien évidemment. D'une part, je m'y repose, je me prend des forces, et puis deuxièmement et surtout c'est un contact avec les gens qui sont des gens que je connais depuis toujours, et c'est vrai que quand on revient ici on sent on a la vraie température du pays, on sent comment les gens réagissent, ce qu'ils pensent de tout ce dont on parle nous, mais on parle depuis Paris, depuis souvent on est un peu dans un microcosme selon la formule consacrée, et c'est vrai que revenir ici, reparler avec les gens, soit quand on boit un verre à la société, c'est une société amicale à Berry le samedi après-midi, ou au bistrot le dimanche matin, parler avec tous les gens, ou dans les caves. C'est très important avec la population de Loudun. Alors parmi les Loudunais célèbres, il y a Théophraste Renaudot. Alors tout le monde connaît le Grand Prix Renaudot, le prix littéraire, mais qui était Théophraste lui-même, Théophraste en personne? Vous savez peut-être que c'était l'inventeur de la presse française. Voici son portrait. Théophraste Renaudot est né dans cette maison en 1586. Aujourd'hui transformée en musée, elle retrace la vie de cet humaniste. Médecin à 20 ans, il invente l'aspirine. Remarqué par Richelieu et Louis XIII, qui le nomment commissaire des pauvres, il s'installe à Paris, où il crée ce qu'il appelait lui-même des innocentes inventions. Elles ne l'étaient pas tant que ça, puisqu'on lui doit le premier dispensaire, le premier bureau de placement, ancêtre de l'ANPE, et les premiers colloques scientifiques. Il avait l'appui officiel du roi et de Richelieu. C'est ce qui lui a permis d'institutionnaliser tout ce qu'il concevait et tout ce qu'il observait autour de lui. Et donc ça, c'est important, ce caractère de précurseur, finalement, a bénéficié de cet appui politique important. Théophraste Renaudot est resté célèbre pour avoir créé en 1631 la Gazette, le premier journal de France. Véronique et Guido Musée, à chaque visite, elle imprime le premier exemplaire sur cette presse à bras du 19e siècle. Elle était imprimée tous les vendredis et partait de Paris, de la Maison du Grand Coq à Paris. Théophraste Renaudot a vécu une grande partie de sa vie là-bas. Et cette gazette, donc, était pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait pour les plus pauvres, ou ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, des lecteurs publics, des gens qui lisaient à voix haute dans la rue les nouvelles. Théophraste Renaudot est mort en 1653, mais la Gazette a été imprimée jusqu'en 1915. Aujourd'hui, cet inventeur est surtout connu grâce au prix littéraire qui porte son nom. L'association des Amis de Renaudot, qui fait vivre le musée, ne manque pas d'anecdotes sur le sujet. Ce sont des journalistes qui attendaient la proclamation du prix Goncourt. Et puis, comme ces messieurs prenaient leur temps de proclamer le prix autour d'un bon repas au restaurant de Rouen, et les journalistes ont dit « Tiens, on ferait bien une bonne petite blague, on va nous aussi proclamer un prix. Ça donnera une petite leçon au prix Goncourt, à ceux du prix Goncourt. » Et ça, c'était en 1925. Et en 1926, ils y sont allés, ils ont créé leur prix, ils ont attribué leur premier prix, et ils l'ont appelé Prix Renaudot, en souvenir de Renaudot, le père de la presse. Depuis 1992, cette association a également son prix littéraire, le prix Renaudot des lycéens.
Parmi ses membres, une descendante de Renaudot. Nicole fait partie de la 12e génération. Elle l'a appris par hasard en arrivant à Loudun en 1983. J'étais fort surprise et d'autant plus surprise que mon père était journaliste, chef d'agence à Brive de la Montagne. Malheureusement, il n'a pas su ce grand événement qui aurait été quand même important pour lui. C'est donc un peu en hommage à son père que Nicole participe à la vie du musée et contribue ainsi à perpétuer la mémoire de son ancêtre. Alors Gérard Leclerc, Renaudot, c'est votre saint patron, hein, c'est le saint patron des journalistes. Vous allez déposer des fleurs sur sa tombe régulièrement? Je pourrais, oui, c'est vrai que c'est un hasard extraordinaire, mais le grand maître du journalisme, c'est effectivement Renaudot, mais qui a fait beaucoup d'autres choses. C'est un humaniste comme il en existait à cette époque-là, qui était, si je ne me trompe pas, je crois à la fois médecin, qui a inventé le mont-de-piété, et donc qui a effectivement inventé le premier vrai journal, la Gazette de France. Alors en face de vous, Louis Gardel, bonjour. Bonjour. Alors Louis Gardel, vous êtes membre du jury du prix Renaudot, le prix, officiel. Théophraste Renaudot, qu'est-ce qu'il avait sorti comme journal au tout début? C'était quel genre? Il était médecin, hein. Il a fait ses études de médecine à Montpellier et il a rencontré, je crois, le père Joseph, qui était l'âme damnée de Richelieu ici à Loudun, qui l'a fait venir à Paris. Et au début, donc, il exerçait ses fonctions de médecin et il écrivait à la main, ce qu'il appelait des nouvelles. Et il y avait aussi de la publicité. Et il faisait le journal à la main et il faisait de la pub à la main. Exactement. Et il le distribuait à ses patients. C'était un quotidien? C'était quoi? Non, c'était irrégulier. Je pense qu'effectivement, sa grande invention, c'est la périodicité. D'abord imprimé et la périodicité. C'est-à-dire le journal qui tombe très régulièrement. Et voilà. C'était un journal très officiel après, hein, une fois que... Ça l'est devenu, oui, parce que c'était donc sous le règne de Louis XIII et le roi a écrit dans la Gazette. Oui. Richelieu écrivait, c'était presque un journal officiel. Il était très proche du pouvoir. Et c'était distribué comment Ah ça, je sais pas. Je sais pas du tout comment c'était distribué. Est-ce que Gérard le sait? Non, j'ai pas non plus. Bon, très bien, personne ne sait. Mais il y avait des cabinets de lecture, donc on lisait le journal, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Donc c'était à des cabinets de lecture qu'on lisait. Je ne pense pas qu'il y avait des abonnements ou des services le matin. Alors, vous êtes écrivain, et des personnages de romans. Il y en a pas mal dans la région. Il y a notamment cette fameuse Marie Bénard qu'on ne peut pas s'empêcher d'évoquer, qu'on appelait l'empoisonneuse de Loudun et qui était accusée de 11 empoisonnements, mais qui a été acquittée. Ça a duré des années, hein, cette histoire. Oui, ça a été le grand procès des expertises, puisque tout était une question d'arsenic. Et je crois qu'il y a été une bagarre entre a-t-elle mis l'arsenic ou l'arsenic était-il déjà dans la terre? Oui, est-ce qu'il aurait été dans la terre des cimetières? Oui, toute une polémique, semblable autour de ça. Oui. Ça a duré des années et des années. Alors, j'allais dire le Goncourt, vous imaginez le lapsus épouvantable. Le Renaudot. Le Renaudot, il y a le Renaudot officiel avec un jury qui est nommé à vie. Qui est coopté, oui. On se coopte, on est là à vie. Mais les Goncourt aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on vieillit beaucoup, là. On se regarde vieillir les uns les autres. Voilà. Alors, face à ce jury qui prend un petit peu d'âge, il y a un jury beaucoup plus jeune. Ah oui, ça c'est formidable. C'est une très très bonne initiative. C'est les enfants du lycée d'ici qui chaque année, alors on leur téléphone la sélection qu'on fait et puis alors ils ont très peu de temps pour lire tous ces livres. Ils les lisent, c'est très sérieux et ils élisent eux-mêmes leur prix Renaudot qui est attribué en même temps que le prix Renaudot senior et ils font de très bons choix en général. Pas toujours les nôtres. Hein. Eh bien on va les découvrir tout de suite. Tout d'abord, il est important de signaler que notre première sélection a été un peu modifiée en raison des prix littéraires récemment décernés. Mais venons-en à notre choix. Notre choix s'est porté sur Foraine de Paul Fournel. Une histoire de gens simples pendant une fête de village, des personnages rappelant la commedia dell'arte, c'est tout cela qui a séduit le jury loudunais dans le livre de Paul Fournel. Un choix déterminé après 5 semaines de lecture assidue des ouvrages en compétition, mais à Loudun comme à Paris, le jury a dû retirer de sa sélection les livres récompensés plutôt que prévus par le Goncourt, ce qui a pu modifier le choix de certains membres. Moi j'avais choisi Stupeur et Tremblement au début, mais vu qu'il avait déjà été choisi, en fait on pouvait plus trop le choisir. Donc je me suis retourné sur Foraine. Et pour comparer leurs choix respectifs, les lycéens ont appelé leurs homologues parisiens réunis au même moment au restaurant chez Drouin. D'accord. Je vous remercie.
Au revoir. Il le savait. Alors c'est quoi? Voilà, bon, le prix Renaudot senior est pour Daniel Piccoli. C'est les léopards, l'enfant léopard. Parce qu'on a trouvé le livre un peu confus et on a eu du mal à accrocher, à rentrer dans l'histoire et tout ça, mais c'est vrai que non, nous, c'est pas du tout le livre qu'on aurait choisi, mais bon, c'était quand même un bon livre. Ça les change un petit peu de leur cours de français ou de littérature qu'ils ont au lycée. Et en fait, ils sont de plus en plus nombreux. L'aventure littéraire des lycéens ne s'arrête pas là, puisqu'ils accueilleront le 3 décembre à Loudun les 2 lauréats du Renaudot 99, Daniel Piccoli et Paul Fournel. Et alors, retour avec Jessica Lamarque, justement face à cette presse quand même assez fabuleuse qui symbolise cet écrit. C'est une presse donc, du 19e siècle qui pèse quand même une belle tonne de fer et de fonte. Donc Jessica, vous l'avez découverte dans ce sujet. Pourquoi vous souhaitiez en fait faire passer votre petite musique personnelle dans ce domaine de la littérature et des prix ? Bon, en fait, pour nous, on estime que c'est vraiment une chance pour des jeunes en fait, de pouvoir s'occuper d'un prix littéraire du début à la fin. Oui. Parce qu'en fait, on a vraiment une indépendance. C'est vraiment nous qui gérons tout. On s'occupe de l'organisation, que ce soit administratif. Et personne n'intervient en fait, c'est vraiment notre prix littéraire et c'est vraiment pour les jeunes. Ouais, je pense que c'est une chance. C'est d'une neutralité totale, quand vous n'avez rien à voir, je dirais, peut-être parfois avec ce qui peut se passer avec les maisons d'édition, rien du tout. Ah non, pas du tout, on n'a aucune contrainte, c'est vraiment nos choix, nos coups de cœur, c'est tout. Alors Jessica, évidemment, il faut remercier le président Monory parce que c'est un homme de lettres qui a lancé ce prix aussi des lycéens Renaudot. Pourquoi aussi vous avez ce rôle de présidente qui vous est donc dévolu et qu'est-ce que vous faites? Parce que là c'est assez houleux les délibérations. Ah bah oui, parce qu'on n'est vraiment pas tous d'accord, on a chacun nos choix. Mais moi en tant que présidente, je veux dire dans les débats j'interviens pas vraiment, enfin je veux dire je suis vraiment au même niveau que tout le monde. Comment ça, vous n'avez pas une double voix par exemple? Ah non. Non, je crois que ça personne serait d'accord. Ouais. Non, pas du tout, moi en fait j'interviens surtout pour faire la liaison avec plutôt les choses administratives ou autres, mais sinon... mes choix, j'impose pas mes choix à tout le monde. Et alors, ce qui vous séduit, Louis Gardel aussi, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous tenez absolument compte, vous, de la vie de ces jeunes lycéens à Loudun. Oui, vous tenez compte de la vie des jeunes lycéens? Eh bien, on tient compte, non, parce qu'on vote en même temps. Donc, ça vous intéresse, là? Ah oui, ça nous intéresse beaucoup. Puis on vient les voir après, on discute nos choix. Non, ça, c'est assez amusant quand même. Ils nous apportent du sang neuf. Et alors, chaque année, là, il y a un président de jury qui prend son rôle très au sérieux. Ça, c'est très amusant. Mais je dois lui dire que moi, je vais être président du jury cette année. Et au 10e tour, j'ai voix double. Et alors là, à mon avis, il devrait faire un truc comme ça, parce que c'est quand même très important. Mais alors, est-ce qu'on va pas petit à petit voir s'installer 2 prix Renaudot avec une espèce de prix jeune et de prix plus mûr, une concurrence des générations, en gros? Oui, non, mais c'est une très bonne concurrence. Nous, on est très très contents. On est très contents que ça se passe comme ça. Et puis, quand même, on passe de très bonnes soirées à Loudun avec eux. Ils nous emmènent jouer au flipper. C'est formidable. Gérard, vous en pensez quoi, vous, de ce prix des lycéens? Moi, j'avais été je suis venu cette année parce que j'étais une sorte de président d'honneur pour la remise. Et donc, il y avait un certain nombre de gens de Renaudot qui sont venus. Et moi, j'avais été bluffé, effectivement, par le sérieux, par la façon dont ils avaient vraiment tous lu les livres, on avait débattu ensemble, etc. C'est des bosseurs. Ah, c'est des bosseurs, ils font ça très sérieusement. Et donc, j'étais venu avec celui qui ils ont décerné leur Renaudot des lycéens, Paul Fournel. Et il y avait eu un débat, ils avaient discuté avec lui. Et c'était vraiment très, très plus qu'intéressant, passionnant. Alors, pardonnez-moi, mais simplement, combien de livres vous lisez avec vos petits camarades lycéens? De livres, il y en a à peu près une vingtaine, ça dépend en fait des années, des fois il y en a un peu plus et on n'a pas beaucoup le temps pour lire, donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'accrocher. Mais alors est-ce que vous pourriez quand même imaginer une journée sans lecture, Jessica? Ah non, je crois que maintenant je suis bien atteinte et ça serait difficile. Voilà, donc Jessica, la présidente, mais effectivement c'est intéressant le coup de la double voix, ce que disait Louis Gardel. Oui, véritablement. Alors Denis, je vous laisse avec Jessica, qui est adorable, vous avez bien de la chance. Denis, on va assister maintenant à ce spectacle terrible pour les coureurs, ce que vous leur faites vivre. Vous n'avez pas honte d'ailleurs de ce que vous leur faites vivre? Pas du tout, 2 jours. Mais absolument pas, non, vraiment pas. Vous leur posez des questions sournoises, ça s'appelle Questions pour des champions. C'est parti. J'ai 29 ans, je suis un baroudeur de la Française des Jeux. Je suis né à Sedan, je suis excellent en cyclocross et j'espère être aussi bon sur le Tour de France. Je suis... Emmanuel Magnin. Bon, je vais prendre la petite question. Je gagne étape aujourd'hui. Quel titre aimerais-je lire dans la presse demain?
Bon, si je gagne l'étape, la presse ou dans toute la presse en généralité, le titre, ça serait plutôt basé un peu sur le retour d'Emmanuel Magnien, peut-être un rapport à l'accident que j'ai eu l'année passée sur le Tour d'Allemagne. Ce serait surtout ciblé à rapport à ça, avec un genou en meilleur état et donc un retour gagnant, quoi. Vous avez le temps de lire la presse pendant le Tour de France? Le matin, un peu au village départ, parce qu'on a la possibilité d'avoir un peu toute la presse au village départ comme ça, donc on pioche un peu à droite à gauche et on lit, entre les copains, on discute et on lit un peu la presse. Un peu le soir, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de bien l'éplucher, bien regarder. Moi, pour ma part, je regarde plutôt les photos, je regarde le titre et je regarde une ligne sur deux parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on est un peu dépassé par le temps. C'est important ce que l'on peut écrire sur vous? Je pense que c'est important. Si on prend, ça dépend à quel degré on prend et on lit la presse. Je pense que ça peut faire très mal, comme ça peut être très très bénéfique. Donc c'est important, je pense, dans les deux sens. Ouais. Voilà, donc Emmanuel Magnien, mais effectivement ces coureurs qui peuvent lire l'équipe et aussi donc les portraits que signe Philippe Brunel qui est à nos côtés et qui est donc journaliste. Bonjour Philippe. Bonjour. On va parler un petit peu donc des rapports entre le cyclisme depuis des années, ce va-et-vient entre la presse et le cyclisme. Évidemment, ça débute en 1903 puisque c'est un organisme de presse qui a créé le Tour de France. L'écrit exalte véritablement le Tour de France, mais auparavant, il y a la forte connaissance des coureurs que vous avez lorsque vous faites votre métier de journaliste. Oui, bien sûr, nous sommes des permanents, surtout à l'équipe. Nous vivons avec les coureurs en permanence d'un bout à l'autre de la saison cycliste. Évidemment, à la longue, il s'installe une certaine, je dirais pas une connivence, mais une certaine intimité. Oui. Puis c'est pas forcément des rapports d'amitié d'ailleurs, mais mais au moins un rapport de confiance. Rapport de confiance, oui, dans le meilleur des cas, et ce qui nous permet en tout cas de pouvoir saisir à un moment ou à un autre la vérité du personnage, puisqu'on les voit sur la route, dans le plein effort, et en même temps on les côtoie dans la conversation, et on peut recouper les deux choses. Et donc à un certain moment, vu l'exaltation de l'effort et vu ce qu'on leur demande dans le Tour de France, la vérité du personnage surgit. Et quand on est là comme ça, ouais. On arrive de temps en temps. Hein. C'est un état de grâce aussi. Il y a toutes les grandes plumes, Philippe Brunel, que l'on pourrait évoquer. On pense à Blondin, on pense à Pierre Chany. La définition de ces gens-là, quand il parlait d'un bon journaliste de la presse écrite. Pour Pierre Chany, un jour, il a été interrogé, je me souviens, par une classe d'école, et on lui demandait comment faire pour entamer un article. Et il a dit, c'est simple, il faut ouvrir son paquet de cigarettes et griller une gitane. Je ne devrais pas le dire à l'antenne, mais enfin, c'est ce qu'il disait. Et en même temps, pour être un bon journaliste sportif, il faut avoir un foie en bon état de fonctionnement. Il faut savoir rester dans une voiture pendant 7 heures, faire 250 km par jour, et quand vous descendez de la voiture un peu fourbu, vous rendre à la salle de presse, et là, dans le bénéfice d'une heure ou deux, écrire un papier qui tient la route ou à peu près. Alors, on réclame toujours un peu de tolérance aux gens qui nous lisent le lendemain. Il y a des fois, on est plus ou moins en forme. Est-ce que l'école exalte encore plus, je dirais, ce lyrisme qui est là? Est-ce que l'on est est-ce que l'on monte, je dirais, à l'image des coureurs lorsque l'on écrit sur les états de montagne? Probablement, parce que ça tient à la nature géographique du col. C'est-à-dire dans le col, il n'y a plus d'arrière-plan, le coureur se dévoile, et soit il est devant, soit il est derrière, mais il n'y a plus de peloton, c'est-à-dire il n'y a plus d'anonymat. Alors évidemment, ça révèle les hommes un peu plus que la plaine. Merci beaucoup Philippe Brunel. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant dans les coulisses du Tour, notre séquence avec Sophie Guillaumin et Philippe Vallée. Hier, ça ne vous a pas échappé, il y a eu un événement extraordinaire, et bien ils l'ont vécu hier soir avec l'équipe Polti, avec deux coureurs français, Pascal Hervé et Virenque, au milieu d'une masse de coureurs italiens. S'éponger Richard Virenque, il vient de vivre, tout comme des millions de Français, une soirée franchement éprouvante. Soirée pourtant commencée dans le calme. À 20h, la salle de restaurant qui accueille depuis 3 jours, notamment l'équipe Polti, est quasiment vide. Les coureurs sont toujours entre les mains des kinés. Il faut attendre la mi-temps pour que tout le monde se retrouve. Autour du plat de pâtes, 2 Français et 4 Italiens, l'ambiance peut commencer à chauffer. Les Italiens ont fait des progrès, hein. À ce moment, le score est toujours de 0-0. Les Français se cherchent un peu là. Le match va être serré, je pense, en deuxième mi-temps. Et il y a pas mal de tension. On va les laisser venir. On va les laisser venir. Et malheureusement, ils viennent à la 54e minute. Le bonheur italien laisse vite place à une tension extrême. Il faut tenir jusqu'au bout,
La dernière minute de jeu arrive, les drapeaux italiens surgissent. Seulement voilà, la France, par le biais de Viltord, égalise. On n'y croyait plus. Non, ils me font même transpirer là. C'est chouette pour le match parce que on va aller en prolongation et j'y croyais pas. Encore 14 minutes et c'est le coup de grâce. Trezeguet offre la Coupe d'Europe à la France. Pour les uns, c'est le bonheur. Pour les autres, la grosse déception. Pas là, on va aller chambrer un peu les Italiens. Dans l'hôtel, c'est la fête. Virenque ne résiste pas au plaisir de partager un moment son bonheur avec tous les Français présents. Mais il est 23h, le Tour de France reprend ses droits. Voilà, un sujet autour du Tour. Gérard, le match hier soir, vous l'avez vécu comment? Je l'ai vécu avec les confrères et les équipes de France Télévisions à côté du Futuroscope. Une ambiance bien évidemment folle, avec Holz, Chen, Aymar, etc. Et c'était super, on a fait la fête après, on a dîné, et puis je suis rentré ici. Puis à Loudun aussi, il y avait la fête dans les rues de Loudun. Ça bougeait bien à Loudun, incroyable. Pas, jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, Loudun était en liesse. On va jouer maintenant un petit peu. On va vérifier votre attention. Vous savez qu'il faut être sage, il faut être sérieux pendant cette émission, quand on écoute, quand on est téléspectateur. Vous allez à un moment donné, quelque part dans l'émission, savoir comment s'appellent les trous où viennent se nicher les pigeons. Comment s'appellent les trous où viennent se nicher les pigeons. Dès que vous aurez découvert la réponse quelque part dans l'émission, vous appelez le 08 36 68 20 20, 08 36 68 20 20, et vous pouvez gagner un VTT, qui est quand même épatant. On est donc toujours à Loudun, au cœur du village du Tour de France, en direct. Et la particularité de Loudun, c'est que c'est une région qui est pleine de trous, c'est un vrai gruyère, il y a des cavernes, des caves, des grottes de partout. Ce qui peut d'ailleurs causer des surprises quand on achète une maison. Lorsqu'il a acquis cette maison en 1975, Jean-Bernard ne se doutait pas qu'il avait également acheté 2000 mètres carrés de caves souterraines. Il faut dire que cet ancien monastère, creusé au Moyen-Âge, était à l'abandon depuis la Première Guerre mondiale. Tout était remblayé ici, tout était plein de gravats, de bois, de pierres, de ferraille. C'était une poubelle, quoi. Et j'ai passé 25 ans de ma vie là-dedans. Enfin, après mon travail, le samedi et le dimanche, avec des copains, on a déblayé tout ça, ces caves, voilà. Le sous-sol du nord de la Vienne est à l'image de ces caves, un véritable gruyère. Dès le Moyen-Âge, des carrières ont été creusées pour extraire le tuffeau, une pierre blanche utilisée pour édifier les maisons et les châteaux comme celui de Ternay. Les caves ont ensuite servi de refuge et de lieu d'habitation. Ce fossé, par exemple, était devenu la rue commerçante du village. D'après les archives du château, en 1458, il y avait quand même plus de 200 habitants dans ce fossé. Toutes sortes d'artisans, indispensables à la campagne, tels que le forgeron, le cordonnier, le potier. Et il y avait une vie très très animée dans ce fossé au XVe siècle, et ça pratiquement jusqu'à la première moitié du XVIIIe. Cette vie souterraine s'est développée autour des châteaux et dans les villages, notamment celui de Renton. Aujourd'hui encore, on trouve des caves à chaque coin de rue. On a peut-être à tort l'habitude de dire que cette vie des troglots, puisque ces gens s'appelaient les troglots, est une vie très dure, parce que justement ces gens vivaient dans des lieux encaissés, souvent dans la pénombre. Mais il y avait aussi le côté positif de la chose, c'est-à-dire cette opportunité de pouvoir vivre dans des lieux à une température douce et de ne pas subir les contre-coups des températures. L'été très chaud, l'hiver très froid. Ici en cave, on vit toujours autour de 13 degrés, ce qui permet d'apporter quelque chose d'agréable en fin de compte. Des conditions idéales pour la vinification des crus de la région, puisque nous sommes au cœur des vignobles du Saumur. Mais depuis le début du siècle, ces caves servent aussi à faire pousser les champignons de Paris. Nous sommes dans l'une des 2 dernières entreprises de Loudun. Toute l'année, 16 femmes se relaient pour cueillir 20 000 tonnes de champignons. Des conditions de travail très difficiles. D'ici 2 ans, le directeur espère s'installer dans des maisons à l'extérieur. Ce serait le même bac utilisé, le même ingrédient, sauf qu'on les climatiserait beaucoup mieux dans des maisons. On rationalise le travail, c'est beaucoup plus facile à travailler. Les conditions seraient quand même meilleures pour les gens. On travaillerait au jour, on pourrait voir les petits oiseaux, ça serait quand même pas agréable.
Gilbert, lui, travaille dans une cave depuis 50 ans et il n'a toujours pas envie d'en sortir. Il sait que pour réussir ses paniers, les conditions sont idéales. Je sais que pour travailler l'osier, c'est absolument nécessaire d'être en cave si on veut faire du bon boulot de vannerie. Tout simplement parce que l'air est très humide. Et ça conserve le bois d'osier en bonne condition pour le pouvoir le travailler. Apparemment, les caves, ça ne conserve pas que l'osier. À 67 ans, Gilbert ne semble pas prêt de s'arrêter. Voilà, ça conserve, mais il faut quand même avoir envie de passer sa vie dans une cave. Vous en avez une, vous, dans votre Oui, maison? j'en ai même plusieurs. Oui, tout le monde a des caves ici. Bon. Mais c'est quelque chose de magnifique. C'est d'une part très très beau, et puis on fait plein de choses dans les caves. On fait des fêtes, on garde le vin. D'ailleurs, ça va ensemble. Il y a des bonnes choses dans la région. On n'en parle pas. En face de vous, Alain Godineau, qui est président de l'Office du tourisme. Bonjour. Bonjour, de Loudun. Quand on achète un terrain dans la région ou une maison et qu'on se rend compte qu'il y a une énorme cave dessous, qu'il y a des centaines de mètres de galeries, ils appartiennent à qui ces souterrains? Eh bien, théoriquement, le propriétaire du dessous peut être le propriétaire du dessus, mais il arrive que le propriétaire du dessous ne soit pas le propriétaire du dessus, ce qui crée d'énormes problèmes, car le dessous doit toujours soutenir le dessus. Ouais. Oui, alors attendez, oui, c'est compliqué. Et alors, si... Bien sûr, c'est très compliqué. Mais... clairement, si la cave s'effondre, c'est celui qui est en dessous qui est responsable. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, si moi j'ai une cave de ma maison qui passe sous la route et que la cave s'effondre, qui c'est qui est responsable de l'accident? Eh bien, théoriquement, c'est vous. Et donc, cela crée parfois des réactions. C'est-à-dire que certains ferment les caves de façon à ne plus être responsable de ce qui se passe après. Ah bon, c'est terrible ça. Et oui, ils font un mur en parpaing de façon à ne pas être responsable de ce qui pourrait arriver sous les routes. Pour ça qu'il y a très souvent des caves bouchées, et il y a un certain nombre de gens comme Jean-Bernard Rousseau, celui qu'on a vu au début du reportage là, qui est un ami, qui passent leur temps à enlever les gravats, enfin à déboucher les caves. Ah oui, c'est tout un boulot. Ah oui, très très considérable. C'est une grande activité, il y en a qui les bougent, d'autres qui les débouchent. Bon, alors on a envie de demander évidemment, est-ce qu'il se passe des trucs bizarres dans ces souterrains? Est-ce qu'il y a des messes noires, non, des messes noires, non, je ne crois pas qu'il y ait des messes noires, non. Des rêves parties? Non plus, pas chez nous, pas encore. Ça viendra peut-être. Non, chez nous, c'est la convivialité, c'est-à-dire autour du vin que l'on peut conserver dans ces caves. Et donc, dans les troglots, il existe toute une ambiance. Ouais. C'est souvent la troisième mi-temps. Pourquoi pas de rencontres de football. Ah, d'accord, je vois l'esprit. Voilà. C'est quand même festif. Très festif. Alors, en sous-sol, on trouve des tas de choses. Et alors, même quand on fait un reportage sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les sous-sols, sur les pigeonniers, par exemple, on en parle. Vous allez voir. Voici un reportage de Sophie Roland et Emmanuel Gambette. Carré, circulaire ou octogonal, chacun son style. Dans le nord de la Vienne, on dénombre plus de 400 pigeonniers, la plupart construits avant la Révolution française. À l'époque, c'était un symbole de puissance. Seuls les seigneurs pouvaient obtenir ce privilège royal. Aujourd'hui, on les trouve donc surtout près des châteaux, comme celui de la Bonnetière. Les oiseaux y pénétraient par le toit et venaient se nicher dans ces trous qu'on appelle des boulins. Le premier intérêt d'avoir un pigeonnier, c'est pour le seigneur d'avoir de la viande fraîche disponible. Donc à tout moment, quand il reçoit des invités, par exemple au château. Le deuxième intérêt du pigeonnier, c'est la fiente de pigeon qui sert donc d'engrais pour les jardins potagers, ce qui permet d'avoir des légumes évidemment absolument magnifiques. Mais les pigeons provoquaient beaucoup de dégâts sur les terres agricoles. La grandeur du pigeonnier était donc déterminée en fonction de la superficie des terres. Plus il y avait d'hectares, plus le nombre de boulins était important. Exemple avec ce pigeonnier construit dans une cave. C'est l'un des plus grands de la région. Il pouvait accueillir 4000 pigeons. Ce qui fait précisément son originalité et sa rareté, c'est qu'il soit aux 3 quarts enterré. C'est un pigeonnier dit troglodytique qui est estimé aux environs du 7e siècle, qui a vraisemblablement été creusé et érigé par des moines et qui est devenu seigneurial. Après la Révolution, ce privilège seigneurial a été aboli. Chaque ferme a pu construire son propre pigeonnier. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont vides. Seule exception, celui de Montigny. Les propriétaires ont fait revenir les pigeons lorsqu'ils ont acheté ce terrain en 1987. Depuis chaque semaine, Marie-Thérèse doit grimper sur son échelle. Il faut s'en occuper.
surveiller, enlever les petits, sinon il y en aurait beaucoup trop. Alors il ne faut pas non plus, faut faire attention aux voisins. Ils ne sont pas toujours trop patients. Ils restent souvent sur la propriété, mais ils peuvent aller ailleurs aussi. Alors on essaie de se stabiliser, de rester toujours avec un petit nombre. Mais 50, c'est déjà bien. Marie-Thérèse est une femme patiente, mais grâce à elle, ce pigeonnier-là n'est pas devenu totalement inutile. Il est même bien souvent plutôt bruyant. Très beau, oui, très belles images. Gérard, on a compris qu'autrefois, plus son pigeonnier était gros, plus on était un riche propriétaire, plus on avait d'hectares. Est-ce que vous avez un gros pigeonnier ? Non, malheureusement, j'en ai pas. Moi, il y avait un pigeonnier sur la j'allais dire la propriété, le terme est excessif, dans la maison, autour de la maison. Mais il a été effondré, il y a comme malheureusement un certain nombre, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Il y avait même j'ai vu des photos. Et il n'y a plus le pigeonnier. Mais peut-être qu'un jour, je le reconstruirai. C'est dommage qu'il y ait quasiment plus de pigeons dans les pigeonniers. Oui, mais je crois que ce n'est pas un mal non plus, car effectivement, comme on le disait dans le reportage, le risque, c'est effectivement d'aller sur les terres des voisins. Et là, il y a un degré de tolérance qui était à imaginer aujourd'hui. À l'époque où il y avait des seigneurs, tout allait de soi. Le seigneur était omnipotent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça fait du dégât. Et ça fait du dégât aux cultures quand même. Il y a des châteaux magnifiques dans la région. Il y en a plein, bien plein, sûr, plein. Bien sûr. Et oui, car Loudun était une place forte, importante. Et on avait imaginé au Moyen-Âge une défense très importante de la ville avec des petits châteaux, des manoirs, voire des églises ou des fermes fortifiées dans des rayons de 5 km, 10 km et 15 km. Si bien que l'on a sur tout le pays environ 60 châteaux qui entourent Loudun. Ouais, c'est exceptionnel, un patrimoine. On est compte 60 châteaux, plus les églises romanes. On peut se promener des journées entières, on en découvre sans arrêt. Souvent, en plus, ils ne sont pas indiqués, parce que c'est des trucs privés, des châteaux privés. Et donc, des petites routes, vous tombez sur un château, c'est magnifique. Alors, encore une curiosité, c'est une région très riche. Hein. Je suis en train de perdre l'oreillette. Encore une curiosité, c'est une région très riche. On est capable ici de fabriquer des perles. Eh oui, des perles de nacre. Jetez un coup d'œil. Nacrées ou irisées, rondes ou allongées, ces perles sont le résultat de 81 ans de savoir-faire. L'entreprise, fondée en 1929 par le père de Gérard, a su garder une méthode de travail artisanale. Première étape, la fabrication d'une baguette en verre ou en cristal, réalisée dans ce four grâce à un savant mélange à base de sable. Quand j'ai commencé à faire des perles, je croyais que tout le monde savait faire des perles. Alors après, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était difficile à faire. Puis donc, j'ai essayé de mettre une méthode au point pour aider pour pouvoir former des personnes à faire des perles, tout comme moi, j'ai pu faire des perles après. C'est donc grâce à Gérard qu'Anne et Dominique maîtrisent la deuxième étape qui est aussi la plus délicate. Le principe est simple. Il faut chauffer la baguette à 1000 degrés, puis l'enrouler autour d'une tige en cuivre. La perle prend alors la forme que l'on veut. Une technique précise qui demande beaucoup de concentration. Une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a réussi à maîtriser tout ça, c'est comme le vélo, quoi. C'est vrai qu'après les vacances et tout, on revient, on s'y remet tout de suite, il n'y a pas de problème. Ces modèles destinés à la haute couture ont été faits sur mesure d'après les plans des stylistes. Cette année, la mode est au nacré. Alors, plus de la moitié des perles fabriquées ici doivent subir une troisième étape, le nacrage. Pour ça, on les pique sur un support en mousse avant de les tremper dans l'essence d'Orient élaborée à partir d'écailles de poisson. Une fois séchées, les perles sont coupées, puis contrôlées une par une. On regarde déjà l'aspect général. Donc s'il y a un défaut sur la pièce elle-même, ou bien s'il y a un défaut sur la nacre. S'il y a un défaut sur la nacre, on peut le refaire. Si c'est un défaut dans le verre lui-même, on ne peut pas. Dans ce cas-là, soit on garde les pièces en échantillon, soit on les donne aux écoles maternelles. Ces perles de luxe sont ensuite transformées en bijoux haut de gamme, boucles d'oreilles ou colliers. Mais rien n'est assemblé ici. Gérard a tout de même quelques échantillons. Ici, on a un exemple typique où c'est la main exclusivement qui fait la couleur. C'est exactement les mêmes matières qu'on utilise, mais selon la manière dont on va le travailler, on va obtenir soit cette couleur, soit cette couleur. La machine capable de fabriquer des modèles aussi complexes n'est pas encore née. Ce savoir-faire artisanal n'est donc pas prêt de disparaître.
Alors le meilleur moment maintenant à table. Gérard Leclerc, vous revenez souvent grignoter dans la région. Ah oui, il y a des choses formidables. Par exemple. Alors par exemple, si on parle, je vous parle de ce qu'il y a ici ou du reste. Enfin déjà ce qu'il y a là. Ce qu'il y a ici, un fromage de chèvre qu'on mange en buvant le Saumur. Saumur qui est l'un des meilleurs vins du monde. Saumur Cabernet Franc, le cépage. Saumur rouge ou le Saumur blanc, ça c'est du chenin et c'est des vins exceptionnels. Je ne peux rien vous dire de plus, il faut le goûter. Une fois que vous en avez bu une fois, vous boirez que ça. Voilà. Autrement, le melon c'est du pays? Alors le melon c'est du pays, on ne le sait pas, mais du melon de la Dive, les coteaux de la Dive. C'est un melon pareil qui est très très bon, qui est exceptionnel. Il sera récolté dans 15 jours seulement. Hein. Pardon? Il sera récolté dans 15 jours seulement. Ça commence maintenant. Vous en avez dans votre jardin? Il a travaillé pour l'émission. Ça dure à peu près 2 mois les melons. Autrement, il y a les noix. Les noix, ça, il n'y en a pas. Mais si, il y a de l'huile de noix. Voilà, l'huile de noix, on en fait tout près d'ici. Il y a un pressoir à huile de noix. C'est bon ça sert à quoi? C'est excellent dans les salades, formidable. L'huile de noix dans les salades avec les sardines grillées. Vous mettez un filet d'huile de noix. Et vous avez aussi des acides gras dans l'huile de noix qui c'est excellent pour le cerveau. Je vous le dis pour nous tous, on en a tous besoin. Donc. Vous avez fait un régime, vous oui, à l'huile de noix. Et alors avec les noix, on fait aussi une série des apéritifs. Alors ça, c'est une grande spécialité du pays. On fait beaucoup d'apéritifs locaux. Vous voyez, ça, c'est à base de noix. Mais on en fait aussi avec une plante qui s'appelle l'épine. On en fait avec les feuilles de cerisier, de merisier. Avec modération, évidemment. Voilà. On va donner la réponse à notre concours. À gagner un VTT. Je prends le papier afin d'être sérieux. Madame Christiane Lemour, qui habite à Montbard, c'est en Côte d'Or. Je connais bien, c'est un arrêt du TGV. Elle a donné la bonne réponse à la question où se nichent les pigeons, vous savez, les trous par lesquels ils passent. Ça s'appelle les boulins. Les boulins. Voilà, et les donc, boulins. Le concours pronostic, c'est vous, Liliane Patou. Vous habitez dans le Pas-de-Calais, précisément à Sailly-la-Bourse. C'est vous qui remporterez donc le vélo de course, puisque vous avez découvert Tom Steele. À mon avis, il va être beaucoup joué aujourd'hui. Les rendez-vous aujourd'hui, donc sur France Télévisions, Loudun-Nantes. On va donc arriver chez Anne de Bretagne, qui j'espère sera à l'arrivée. Sur France 2 à 13h55, en attendant le tour avec Thierry Blanco. L'étape Loudun-Nantes, 161 km et demi. Là aussi, c'est plat, c'est un régal pour les sprinteurs. C'est pas vrai, c'est jamais plat. Le Poitou, il y a des vallons, il y a des... Non, le vent, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même relativement plat. On en reparlera dans les Pyrénées. Les gens n'aiment pas qu'on dise que leur pays est plat en général. C'est comme ça. Il y a du caractère, ça n'a rien à voir. À 15h20, donc l'étape avec Patrick Chen et Bernard Thévenet. 17h35, Gérard Rolls, ce Vélo Club. Et puis le journal du Tour à 20h10 sur France 3 avec Henri Sagnier. Très bien, écoutez, on va se quitter là. On va passer un bon petit moment à Loudun. On va continuer notre route. Demain, nous serons à Nantes. Avec Pierre Santini. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, globalement. Ça va être bien. Puis vous verrez, donc après-demain, il y aura une superbe étape contre la montre. Important par équipe. Gérard Leclerc, merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. Au revoir à tous. Bon tour, bon vélo. Profitez de l'été. Autour du Tour. Avec Fiat, 12 ans de passion avec le Tour. Partagez de grandes émotions en suivant le Tour avec France Télécom. Trouvez le vainqueur de l'étape et gagnez un vélo de course Giant offert par le réseau Culture Vélo.